En 2004, c'est dans l'Arctique, sur l'île d'Alexandra-Land, territoire russe, à 1 millier de kilomètres du pôle Nord, qu'une équipe de scientifiques russes a découvert une base militaire nazie. Celle-ci a été construite en 1942 dans le cadre de l'opération Aodegen. Le but de cette opération était d'implanter des stations météorologiques habitées au Groenland, dans l'archipel du Svalbard et dans celui de la Terre François-Joseph, afin de sécuriser les données météorologiques vitales pour les opérations militaires, aussi bien dans l'Atlantique Nord que dans le nord-ouest de l'Europe. De nombreuses nations ont installé récemment des bases dans l'Arctique, avec parmi elles la Russie, qui a notamment fondé un parc national en 2009, un parc couvrant une superficie de plus de 14 000 km². C'est justement au cours de recherches scientifiques au sein de ce parc que des scientifiques russes ont fait la découverte d'une ancienne base secrète nazie abritant de nombreux vestiges de cette époque. Les Allemands avaient octroyé le nom de code Schatzgräber à cette base construite en 1942 et qui aurait été utilisée pour entreposer des munitions, mais également comme station météo stratégique. Plus de 500 objets ont été découverts dans cette ancienne base, avec notamment de nombreux documents d'époque en très bon état de conservation grâce aux températures très basses. Cette base aurait été abandonnée par les scientifiques présents sur place en 1944, après que ces derniers, affamés, se soient empoisonnés avec de la viande d'ours polaire avariée. Certains sont morts alors que d'autres ont pu être secourus par un sous-marin allemand. L'opération se termina par la capitulation des derniers soldats allemands de la guerre devant le capitaine d'un navire norvégien le 4 septembre 1945, soit 5 mois après la fin des hostilités sur le continent. Cette base nazie était surtout utilisée pour établir des prévisions météorologiques afin de faciliter le déploiement et les mouvements des troupes, des sous-marins et des navires de guerre de l'armée allemande. Pour certains spécialistes, cette mission avait également un objectif secret. Il faut savoir que l'existence de la base de Schatzgräber est évoquée depuis de nombreuses années, mais pour de nombreux historiens, cela relevait plutôt du mythe que de la réalité. Souvent disputée entre les nations, l'île d'Alexandra-Land est aujourd'hui un territoire du gouvernement russe qui projette d'y installer une base militaire permanente. Mais est-ce que les nazis n'étaient là que pour des raisons militaires ou scientifiques, ou y avait-il une raison cachée, secrète, qui dissimulait peut-être la recherche d'un continent perdu? C'est ce que nous allons découvrir. Durant la période de l'entre-deux-guerres, à partir des années 1920 jusqu'au dernier jour de la guerre en 1945, l'institution archéologique du régime nazi se veut un moyen au service de deux objectifs fondamentaux pour le Troisième Reich. D'abord, il faut encourager les ambitions territoriales de l'Allemagne impériale nazie, qui veut justifier une domination globale de la race allemande et donc aryenne, montrant et prouvant par là l'ancienne domination antique des Aryens sur des territoires européens très vastes. Ceux-ci engloberaient des populations non allemandes, mais pourvues de sang aryen germanique, comme en Belgique et dans le nord de la France, et cela justifierait la politique d'extermination et de colonisation de l'espace vital à l'est de l'Allemagne. Le Drang nach Osten, ou expansion vers l'Est, commencée au Moyen-Âge, en particulier par l'empereur germanique Frédéric de Hohenstaufen, dit Barberousse, d'où le nom donné à l'invasion de l'URSS par les nazis, le plan Barbarossa. Le deuxième objectif est de prouver les origines de la race que nous avions développées dans la vidéo précédente. Il faut pour les archéologues nazis déclencher de vastes chantiers de fouilles à travers non seulement toute l'Europe, mais également dans le monde entier, afin de prouver l'existence de la race aryenne mythique et légendaire qui aurait gouverné la Terre dans la très haute Antiquité. Dans cette vidéo, nous nous attacherons à passer en revue les projets archéologiques et les chantiers de fouilles entrepris par les nazis à travers la planète,
en évoquant à chaque fois les principaux archéologues et chercheurs à l'origine de campagnes parfois scientifiques, parfois purement idéologiques. Afin de faciliter notre présentation, nous allons donc évoquer chacun de ces chantiers de fouilles par secteur géographique. Europe de l'Ouest, Europe du Nord, Europe de l'Est, Europe du Sud, Asie, et nous évoquerons le Moyen-Orient. Le linguiste et archéologue prusso-allemand Gustav Kossinna est le pionnier dans le domaine des théories sur l'origine des peuples germaniques qui influenceront grandement le mouvement völkisch et bien sûr les nazis. Il mourra d'ailleurs en 1931, avant l'arrivée des nazis au pouvoir. Kossinna sera influencé à son époque par Karl Mühlenhof, professeur à Berlin, qui invoquait des origines indo-européennes et donc aryennes des peuples germaniques antiques au nord de l'Europe. Ses conférences sur les origines préhistoriques des Teutons en Allemagne le feront connaître à travers tout le pays. Il sera également frappé par les travaux de l'archéologue suédois Oskar Montelius, qui définit également les origines des Germains à la Scandinavie, Danemark, Norvège, Suède, depuis le Néolithique. Ces théories définissent même l'Ostmark, c'est-à-dire les pays baltes, comme le berceau de la germanité, ce qui expliquera la grande assimilation de ces peuples après l'invasion de l'Union soviétique en 1941 par l'Allemagne nazie et la création du Reichskommissariat d'Ostland. Les pays baltes avaient été également le berceau des chevaliers teutoniques de Prusse et des porte-glaives de Riga, désireux d'évangéliser les païens baltes des rives de la mer Baltique. Des Indo-Germains primitifs sont même mentionnés dans les influences qui suivront les théories de Gustav Kossinna, même si jamais elles ne recevront la preuve archéologique tant attendue par les mouvements nationalistes völkisch de l'époque, ni même par les fouilles nazies. Ces origines des populations aryennes datant de la préhistoire et fixées à l'Europe du Nord resteront donc sans fondement tangible et les nazis utiliseront la culture des champs d'urnes de l'âge du bronze pour prouver l'existence des origines nordicistes des Aryens. En effet, la culture des urnes des XIIIe et Xe siècles avant Jésus-Christ montre une population habituée à incinérer ses morts et à déposer les cendres dans des urnes. Ces pots en terre cuite ont été l'objet de toutes les attentions des nazis afin d'y découvrir des signes de svastika ou croix gammée ou même de runes scandinaves qui prouveraient alors toutes leurs théories aryennes. Certains archéologues nazis iront jusqu'à falsifier ce type d'urne en les gravant de signes germaniques et aryens préhistoriques. Friedrich Wilhelm Putzger, géographe allemand, membre du mouvement völkisch, c'est-à-dire le retour au rite et à la religion germanique originelle de Wotan et d'Irminsul, définit quant à lui aussi l'origine des Germains à la Scandinavie primitive. Il prétextera un déplacement du berceau de la germanité du fait d'une période de glaciation remontant à une période comprise entre moins 11 700 et moins 115 000 ans, ce qui, là aussi, prouverait l'existence d'un continent nordique englouti sous la préhistoire. À ce moment-là, il paraît évident que l'archéologie allemande, et surtout nazie, va chercher dans la proto-histoire et la préhistoire les origines mythiques de la race aryenne. Les spécialistes de la période vont donc devenir en Allemagne et en Autriche, de même qu'en Scandinavie et aux Pays-Bas, les éléments moteurs de la future Ahnenerbe, que l'on peut traduire par héritage ancestral, ou plus exactement Ahnenerbe Forschungs- und Lehrgemeinschaft, c'est-à-dire Société pour la recherche et l'enseignement sur l'héritage ancestral. C'était un institut de recherche pluridisciplinaire nazi créé par le Reichsführer SS Heinrich Himmler, par le préhistorien néerlandais Hermann Wirth et le théoricien Walter Darré le 1er juillet 1935.
Le régime nazi, et en particulier la garde des Schutzstaffel ou SS, groupés autour de leur Reichsführer ou guide de l'Empire Himmler, vont donc faire de l'archéologie une priorité absolue, parfois même au détriment des besoins militaires de la guerre. Des recherches ambitieuses à l'échelle de l'ensemble du continent européen et même au-delà vont alors commencer. Ceci expliquera grandement le rattachement des archéologues germaniques au parti et à l'idéologie nazie. Au départ, et avant Heinrich Himmler, il faut mentionner Alfred Rosenberg comme chef de file de la recherche et de l'archéologie nazie avec son bureau spécial des affaires étrangères du Reich, comprenant sa société nordique, nommée aussi Bureau Rosenberg ou AMT Rosenberg. Celui-ci fut rapidement détrôné par l'ambitieux Himmler, passionné par la mythologie nordique et germanique, qui prit le contrôle de l'ensemble des recherches et de l'archéologie nazie. Il mit rapidement en place, au poste clé, de proches collaborateurs ayant, comme lui, un profond intérêt pour la mythologie, mais surtout des hommes capables de satisfaire ses propres desseins pour la purification ethnique d'une Europe telle que la voyaient les nazis. L'archéologie devenait donc une arme au service d'une politique d'extermination et de purification raciale à grande échelle. Dans les premières années du Reich, Hans Günther, anthropologue et raciologue allemand, vu comme le maître à penser de la science raciale nazie, se penche sur la recherche de caractéristiques physiques à trouver sur les statues grecques et romaines de l'Antiquité afin de prouver l'affiliation des Aryens avec les grandes civilisations antiques. Il reprend en cela les études pseudo-scientifiques de Franz Joseph Gall, médecin allemand naturalisé français en 1819, sur la craniologie ou étude des crânes, qui permettrait d'expliquer l'intelligence d'un individu en fonction de la forme de son crâne. Le sculpteur Arno Breker, au service du régime nazi, tentera de réaliser des bustes symbolisant la perfection aryenne voulue et recherchée par les idéologues de l'Ahnenerbe et de la SS. Les recherches de Hans Günther porteront donc leurs activités en Italie, mais aussi en Grèce. Albert Hermann, géographe et archéologue allemand, sera le seul parmi tous ses collègues à défendre, comme Himmler, l'existence de l'Atlantide, et les deux hommes se passionneront pour une théorie qui plaçait le continent perdu sur l'archipel allemand de Heligoland en mer du Nord. Cette île d'Heligoland, du vieil allemand signifiant « terre sacrée », était autrefois appelée Phositeland, car elle a hébergé le sanctuaire du dieu marin du peuple germanique des Frisons, Phosité. L'île servira aussi de décor au film allemand Nosferatu de Murnau. Pour Himmler, la seule étymologie du nom de l'île et sa présence au nord suffit à le convaincre du rapprochement avec l'Atlantide. Il lance immédiatement de grandes campagnes de fouilles acharnées sur l'archipel que seule la défaite de 1945 viendra stopper. La recherche d'une présence germanique aryenne pousse aussi l'Ahnenerbe à déployer à grande échelle des chantiers de fouilles aux quatre coins de l'Europe. En France, mais aussi en Croatie, en Serbie, en Bulgarie et en Grèce. Ces vastes travaux et fouilles portent sur le mobilier funéraire de la culture des champs d'urnes de l'âge du bronze que nous avons déjà évoqué, mais également sur des enceintes proto-historiques de l'âge du fer, comme le célèbre mur païen, ou sur les réseaux urbains et routiers de la période romaine qui sont censés aboutir à la mise en valeur du caractère indubitablement germanique des populations s'étant succédé sur le territoire de la Gaule. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet la superbe chaîne d'archéologie de Thomas Laurent. Les territoires de Bourgogne et de Franche-Comté sont aussi grandement visés par l'archéologie nazie, car ceux-ci y voient non pas une source probable de l'arien, bien qu'elle soit le cœur occidental de la civilisation du Hallstatt, mais aussi et surtout
comme une zone dite interdite, car réservée à une future colonisation germanique de ces territoires qui devront être assimilés au Reich. Une volonté donc purement idéologique, mais aussi politique, pour étendre l'influence allemande en Europe et récupérer des territoires ayant anciennement appartenu au Saint-Empire romain germanique, et bien sûr pour se venger de la France. Au cœur même de l'Allemagne, des fouilles gigantesques sont entreprises dès les années 1930. En particulier, on peut mentionner le site viking de Haithabu, aux frontières entre l'Allemagne et le Danemark et au nord de la ville de Kiel, connu également sous le nom de Hedeby. Le site fut minutieusement fouillé par Herbert Jankuhn, archéologue allemand et membre direct de l'Ahnenerbe. Himmler admirait également le duc de Saxe Henri le Lion et fit donc fouiller le site médiéval d'Alt-Kriesburg, aujourd'hui au nord de la Pologne. Le Reichsführer cherchait des ancêtres qui, comme lui, avaient été de grands meneurs du peuple arien germanique, des Führers de l'époque médiévale ou antique. Il voyait en Henri le Lion un grand Führer des Ariens. Mais le site qui fascinait par-dessus tout Heinrich Himmler était l'incroyable monument naturel des Externstein, où se trouvait le mythique sanctuaire d'Irminsul, ou arbre gardien des Saxons et Germains, site qui fut détruit par Charlemagne. Le roi franc y affronta le très célèbre leader saxon Widukind, qui défendait son peuple païen, adorateur de Wotan, contre les chrétiens carolingiens. Les Externstein, situés à proximité du château de Wewelsburg, le sanctuaire mythique de la SS voulu par Himmler lui-même, présentaient des bas-reliefs médiévaux très intéressants. En effet, sur une paroi du site, on retrouve des scènes chrétiennes, mais fortement teintées de représentations païennes, présentant l'arbre légendaire d'Irminsul, un frêne, ou pilier du monde selon les Germains, qui veut littéralement dire « grande ou puissante colonne ». Il était censé tenir et supporter le monde, et il était apparenté au marteau de Thor. Les Scandinaves l'appelaient quant à eux Yggdrasil, l'arbre-monde, ou destrier du redoutable, littéralement. Himmler était persuadé d'y trouver, comme dans l'Atlantide d'Heligoland, l'énergie toute puissante des dieux qui permettrait aux Allemands ariens de dominer le monde. Les archéologues allemands se montrent souvent assez sceptiques vis-à-vis des décisions prises par le Reichsführer Himmler, mais la presse allemande annonce toujours cela comme de grandes victoires, en particulier pour les fouilles autour de la tombe de Henri Ier, roi de Germanie, toujours dans l'objectif pour les nazis de prouver l'existence de Führers anciens légendaires. En dehors du Reich et des pays voisins immédiats, on retrouve de grandes campagnes de fouilles en Grèce, évidemment puisque les nazis y cherchent des origines communes avec les Ariens. Le site d'Olympie est donc fouillé car on espère y trouver des références à l'arianisme originel, mais aussi la présence de l'énergie des dieux tant convoitée par les milieux mystiques et ésotériques des années 1930. Le chantier d'Olympie reçoit alors une aide massive de l'État allemand du fait de l'engouement de la population du Reich pour l'Antiquité grecque. La société Rosenberg entreprend des fouilles approfondies du site des mégalithes, c'est-à-dire des grosses pierres, de Karnak en Bretagne, et pour cela, il reçoit l'aide logistique et technique de la Luftwaffe, ou aviation de guerre allemande, du fait de la nécessité d'obtenir des clichés photographiques aériens. Il faut en effet pouvoir analyser ces alignements de pierres sur des surfaces de plusieurs hectares, et Hermann Göring, chef de l'aviation allemande, y apportera un soutien. La même chose sera entreprise sur le site gallo-romain de Bavay en 1941. Grâce à cette technique, les archéologues de l'Ahnenerbe cherchent aussi en France et en Belgique les traces d'un grand rempart datant de la préhistoire
qui devait séparer les peuples germains du reste de l'Europe non-aryenne. Plus de 257 sites sont fouillés, mais les théories ne seront jamais prouvées. Les nazis ne cherchaient là qu'un prétexte pour élargir à l'ouest les frontières du Reich. Les opérations et fouilles archéologiques menées par les nazis s'étaleront avant et durant toute la guerre, couvrant un espace géographique qui va de l'Atlantique aux montagnes du Caucase, et tout ceci au gré des conquêtes de l'Allemagne. Un champ d'action immense pour l'archéologie expérimentale des SS. Les missions d'exploration et de recherche les plus lointaines furent menées avant la guerre au Tibet de 1938 à 1939, où l'on recherchait également l'origine mythique du peuple arien, car on y trouvait alors la croix gammée ou svastika, qui est en fait au départ un simple signe bouddhiste, mais faisant référence dans la mythologie hindoue à des castes supérieures et inférieures, des dominés et des dominants, qui ont évidemment fait écho aux théories nazies. Dirigée par le scientifique Ernst Schäfer, l'expédition du Tibet avait pour but de justifier et de prouver l'anthropologie raciale développée par Lahnenerbe. Elle est composée, outre de Schäfer, de Helmut Geer, chef de l'expédition et technicien, de Ernst Krause, entomologiste, photographe et preneur de vue, de Karl Wienert, géophysicien, et Bruno Beger, anthropologue et ethnologue. Ils arrivèrent d'abord aux Indes britanniques, puis, par la route du Sikkim, ils rejoignirent le Tibet. Là encore, le mysticisme asiatique tant apprécié par Himmler fournit les moyens de lancer une telle expédition. La dénomination SS Tibet Expedition, expédition SS au Tibet, est employée par Ernst Schäfer lui-même dans la revue Atlantis, dans la revue SS Das Schwarze Korps, le corps noir, et dans d'autres périodiques nazis, afin d'en faire connaître les buts et le rôle dans les visées de conquête mondiale du national-socialisme. L'objectif était donc de justifier les volontés impérialistes planétaires des nazis. Quant au Graal, Himmler le chercha partout et fut finalement persuadé que les chevaliers du Temple, ou Templiers, l'avaient caché dans le château cathare français de Montségur, mais rien ne fut jamais découvert. Cependant, les thématiques typiquement nordiques et se détachant très nettement de la recherche du Graal, en se référant plutôt au texte islandais de l'Edda, citeront les noms de divinités de la mythologie scandinave comme Odin, Balder, Thor, Hel et Vidar. Les nazis évoqueront également la source d'Ourd, Yggdrasil et du Ragnarok. Ils justifieront aussi le sacrifice rituel qui est, selon eux, un acte désintéressé permettant de s'intégrer à la communauté cosmique. Même si les recherches nazies se concentraient sur le Languedoc et non sur le Proche-Orient, pour le Graal, il paraît évident de supposer que si la conquête du Moyen-Orient avait été entreprise avec succès par les armées allemandes, Heinrich Himmler aurait sans aucun doute entrepris des fouilles gigantesques pour trouver non seulement le Graal, mais bien sûr aussi l'Arche d'Alliance dans cette partie du monde si mystérieuse. Ces deux éléments judéo-chrétiens étaient avant tout dans la tête du Reichsführer Heinrich Himmler les sources de l'énergie des dieux nordiques. Heureusement pour le monde, jamais les nazis ne découvrirent ni le Graal, qui était pour eux plus une pierre magique, ni l'Arche d'Alliance qui avait contenu les lois de Dieu. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et bien sûr, abonnez-vous, c'est gratuit et ça permet de bien soutenir la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee ou suivre le lien de notre partenaire Alain de Bauve Manufacture que vous trouverez en description de cette vidéo.